So, bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons notre conférence. La première table ronde maintenant, c'est sur la recherche identitaire de l'architecture au territoire. So, this is the first workshop, Identity Research from Architecture to Territory. Donc, on va se poser la question de l'identité et du territoire, comme on vient de le dire, avec 4 personnes, dont une qui ne va pas tarder à arriver. Donc, les 4 personnes sont les suivantes. Dominique Jacob, de Jacob McFarlane. Bonjour. Nathalie Régnier-Kagan, de Nathalie Régnier-Kagan, architecte. Et Véronique Joffre, de Véronique Joffre, architecte. Il Bonjour. Nous manque Ossom, avec Nathalie, avec Marie, qui ne devrait pas tarder, qui vient de Marseille. Donc, on va voir si elle arrive ou si elle n'arrive pas. Donc, elle avait prévu de venir quand même. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec une architecte fameuse, remarquable, une très bonne architecte, bien entendu. Et cette très bonne architecte s'appelle Dominique Jacob. Well, we shall start with Dominique Jacob. She's born in France, graduate from Paris Villemin School of Architecture in 1991, and have a degree of history from Paris in 1919. She taught at the Paris Villemin et Paris Malaquais, and to this school, l'École spéciale d'architecture. She has been a full member of the French Academy since 2016 and an external juror of the Bartlett School of London until 2022. With Brandon McFarlane, she founded the firm Jacob McFarlane in 1988. Jacob McFarlane practice since the first project has been oriented as an experimental laboratory in architecture, direct around the environment transition and the digital culture. So, I will let you introduce yourself more. Je vais la laisser continuer se présenter. Donc, Dominique Jacob, I just forget to tell her what she done. She done a lot of wonderful projects. Well, this is some book. La Fondation de Contemporain de l'Art Foundation, Herald Social Apartment in 2008, Cité de la Mode in 2008, le Cube Orange in Lyon, le FRAC d'Orléans in 2013, and the World Equator and the Channel TV, Euronews in Lyon, in 2014, as well as recently the Conservatory of Dance and Music in Noisy-le-Sec, as well as the Mary Research Center with the University of Paris Diderot University. Among the projects currently underway, a mixed housing tower in Knokke-le-Zout in Belgium, the FRAC Art Totem in Limoges, and recently, they won the international competition of the Faculty of Architecture and Urbanism of Mons in Belgium with 2 projects, C14, Reinventing Cities in Reykjavik, and Saint-Denis. Saint-Denis, where we are, elle a gagné un projet dont elle va nous dire quelques mots. Dominique Jacob regularly participates in international conferences and architectural jury. Dominique was awarded with the insigne of the Officier des Arts et des Lettres by the French Ministry of Culture in 2011, and Jacob McFarlane model and drawing are held in various collections like the Center of Pompidou, the FRAC Center, Carnegie Mellon in Pittsburgh, Victoria and Albert Museum in London. So, what a biography, what a reference you have. So, it's your turn. Thank you, Catherine, for this great introduction and biography of our different works since 1998. Should I keep in English, maybe, then? No, you will do a part in French and a part in English. Like, She is your translator. Okay, so thank you for translating. Bon. Donc, je recommence en français. Merci, Catherine, pour cette introduction de nos travaux avec mon associé Brandon McFarlane depuis 1998. On est une agence qui s'intéresse, je pense, à beaucoup de sujets, comme beaucoup d'entre nous, je pense, ici. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la manière dont on vit, dont on habite un espace, et aussi à la capacité qu'on a, grâce à nos études,
qui font toujours un peu le pont entre la technique et la créativité, c'est en fait de garder cette part de créativité et continuer toujours à se réinventer. Je pense qu'on est fort, on est forte, parce qu'on questionne les choses, on se réinvente, on se pose en question, on doute. Mais pour moi, cette architecture, c'est un métier, c'est pas un métier fait de certitude, mais c'est un métier plutôt où on continue, et c'est ça, je pense que ce que je préfère, c'est finalement qu'on continue à apprendre tout le temps, on continue à rencontrer des personnes qui ont des parcours différents, et c'est dans cela que c'est une profession extrêmement riche et très difficile. On en a encore un peu parlé entre nous à midi, parce que c'est très compliqué d'exercer nos métiers. On a des conditions qui ne sont pas du tout évidentes, qui ne nous reconnaissent pas toujours. Mais bon, c'est la part du risque. C'est un challenge qui nous est donné, et je pense qu'on est nombreuses à en faire des choses très intéressantes. Et donc, merci Catherine de nous inviter. Enfin voilà, je parle pour moi, mais c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir partager maintenant nos différentes expériences entre nous, parce qu'il n'existe pas finalement tant de forums que ça, que d'échanges et de rencontres, et finalement d'être solidaires entre nous, et d'avoir ce côté de sororité qui est intéressant à mettre en valeur, je pense. Alors aujourd'hui, je vous présente... vas-y, I'm sorry. You need to do the translation. Okay, So just give yourself. Okay, I'm sure. I'm sorry. You want me to do a little part in English? Yes. So I'm just a short resume of what I said. In English, I said it's with my partner since 1998, Ron McFarlane. We created Jacob McFarlane. We pursue in our work a reinvention, critique, exchanges. I think what's great about the work of architecture is that it's keeping on changing, evolving. We need to keep on experimenting. We have different subjects which are extremely urgent. We have the environmental issues we have to address, the way we socially interact with us, and then we need also to be part of the technical innovations in a permanent matter, and just not sit on what we've been doing until now, but we have to keep on pursuing, inventing, and experimenting. So in a short brief, that's what I was saying just before. Today, so since the subject is identity and territory, I will talk about a part of our work, which is some projects which are really kind of fitted into a context, and how we work with this context on trying to identify what we think we should keep, because we do believe on building stratas, keeping part of the history of a site, and then bringing a new life to it, build with it. We are not at all in a kind of architecture where we do a tabula rasa and we start from nothing and just apply what we've been doing before. We always have a strong work on the site, how the site interacts with what is around, and how we think people are going to use this project, depending on the program and on different problematic given to us. So the first project, if you have the first image, voilà, is en français maintenant, d'accord. Donc c'est la Cité de la mode et du design à Paris. C'est un bâtiment construit en 1907, qui est un des premiers bâtiments, enfin la structure en béton, hein, bien sûr, qui est derrière la structure habillée de verre en verre. C'est une structure en béton, 1907, une des premières réalisées à Paris. Et il était envisagé que ce bâtiment, communément connu à Paris pour Saint-Maclou, abritant Saint-Maclou, devait être démoli. Des voix se sont élevées, se sont posées la question, et donc un concours international a été lancé pour poser la question du devenir de ce bâtiment, qui devait être démoli pour devenir un jardin. On le démolit, on ne le démolit pas, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, ce que nous avons proposé, c'est de garder la structure et de l'intégrer dans le territoire de Paris. C'est fini? Okay. The docks of Paris were built in 1907. This is the project, the Cité de la Mode and Design, that was done by the Jacobs architecture firm. The structure is one of the first reinforced concrete structure ever built in the capital. The concept of the new project is known as plug over. The idea was to create an outer skin inspired by the flow of the Seine and the walks along the riverbanks. This new envelope made a light metal and glass structure dressing the existing structure.
The plug over creates a new exterior skin that protects the existing concrete structure and provides a new layer that houses a large part of the public circulation and programs. On the roof, a terrace accessible to the public is developed. The structure system that supports this new skin is the result of a systematic deformation of the existing building loading-bearing frame. The plug over not only makes it possible to exploit the building's envelopes to the maximum, but also to set up a fluid and continuous public space. The project extends the public promenades over the Seine to a large panoramic terrace, and then back to the project extends the panoramic promenade over the Seine to once again the large panoramic terrace, then back down into a large loop, placing the building in its urban context. Pedestrian links between the district of the 13th and the Seine connects the level of the riverside and the banks, integrating the buildings into the urban context, integrating the building in its surrounding site. It hosts a program dedicated to fashion and design, including the Institut Français of IFM, Institut Français de la Mode, so French Institute of Fashion, an exhibition and event space, shops and stores, a bookshop, coffee, and restaurants. At night, the specific lighting designed by Yann Kersalé sets the scene for the project. Donc je vais un peu compléter, merci. Donc en effet, on a donc proposé de garder la structure en béton armé de 1907, de la mettre en valeur, de la garder dans son jus, c'est donc ne pas de la transformer, mais de voir le béton qui est imparfait de l'époque avec des gros granulés, avec les bétons les aciers de temps en temps qu'il était à réparer, mais de garder cette structure et d'avoir ensuite une nouvelle structure, celle-ci en acier, formée en 3D, comme une extrusion finalement du bâtiment en béton armé, dans une structure très régulière, on a une manière un peu en arborescence. Et cette nouvelle peau, en fait, permet d'irriguer les flux du bâtiment depuis les quais jusque sur le toit, qui est vraiment aménagé comme une grande terrasse jardin. Donc c'est un bâtiment qu'on peut traverser de manière fluide, un peu dans un cycle d'une promenade qui accompagne la Seine. Ce qu'on a cherché dans un point de vue, on va dire, identitaire, c'est vraiment de bien distinguer, cette image, je pense, le montre bien, donc la structure très tramée de 1907 et finalement celle du début du XXIe siècle, qui est issue de nos modèles 3D, qui est fabriquée de manière très 3D par l'entreprise Eiffel, qui a tout numériquement soudé, découpé, assemblé, et finalement dans une peau légère, et qui amène aussi cette nouvelle manière d'habiter un bâtiment que d'en faire aussi un bâtiment promenade, où tous les flux extérieurs finalement peuvent parcourir un bâtiment. Et on travaille souvent avec des artistes, parce qu'ils amènent aussi, je pense, à nous un autre regard, une autre interrogation. Et ici, donc, c'est Yann Kersalé qui a mis en lumière ce bâtiment, et il a vraiment fait un travail, je pense, incroyable, comme vous pouvez le voir ici dans cette image. Donc, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que finalement, c'est le budget éclairage fonctionnel du bâtiment, réinterprété par un artiste. On fait aussi une œuvre artistique de sa part. Next project. Le cube orange. Le prochain sujet, donc, c'est le cube orange à Lyon. C'est deux bâtiments que vous pouvez voir ici sur la photo aérienne à Confluence. Donc, c'est un ancien site industriel, fluvial, qui appartenait aux Voies navigables de France, qui a fait donc l'objet toute une urbanisation pour transformer, garder certains de ces bâtiments industriels, en construire des neufs, et donc fabriquer tout un nouveau quartier en bord de la rivière Saône. Ici, vous pouvez voir donc une ancienne photo aérienne. Donc, certains éléments ont été conservés. L'urbaniste est Gréter et le paysagiste Desvignes. Ici, dans ce projet, c'est un quartier en revitalisation. Quand on a fait le concours, il n'y avait vraiment personne sur site et on devait faire un bâtiment de bureau. Et on a donc travaillé sur la notion de comment habiter un espace de travail. On travaille
on passe plus de temps dans son espace de travail que dans son espace de logement, enfin, en étant éveillé. Donc, on a essayé d'appliquer ce qu'on essaie de faire avec des bâtiments de logement, c'est-à-dire des terrasses pour chaque appartement. Ici, on s'est dit, on va faire des terrasses pour chaque bureau, et comment aussi donner à chaque bureau cette ouverture vers la Saône et vers le paysage. Donc, pas qu'une partie du bâtiment qui profite du contexte qui est fantastique, mais en venant creuser un atrium extérieur qui rentre jusqu'au cœur du bâtiment, finalement, on amène la vue à tout le monde depuis l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre travail. I could do it. The ambition, the Orange Cube, this was an industrial zone, and the ambition of the development project of the Lion Dock on the Saône, developed by the company that deals with the navigation in France, and in partnership with Caisse de Dépôt and with the town regulation, the SEM Lyon Confluence, within the framework of that town of Lyon. It is to reinvest industrial heritage areas by integrating architecture with cultural and commercial program. The Cube Orange presents an orthogonal volume in which Jacobs and McFarlane Agency has cut out a large void to respond to the need for light, air circulation, and views, which creating accessible balconies on each level. What was original is normally you do balconies for apartments, but in the case of this project, it's the balconies for offices, for each office. This void pierces the building horizontally from the banks of the Saône to the roof terrace. It generates places of exchange between the building, the sites, and the users, and brings light in the ordinary office program. The cube is leading against the existing hall, the salons, formed by 3 arches, but assert its autonomy by slightly shifting. A light facade with random openings is completed by perforated aluminum over facade and pixelated patterns that the flow of the river. The orange color is a reference to the minimum, which is recurring industrial hues on the port site. The office floors benefits from lights and views from the different floors with balconies accessible from all levels. The balconies and the views on each floors offer a new type of conviviality and a place for informal meetings and exchange. The search for great transparency and lights transmission between the floor brings it set back with generously sized terraces, which one can enjoy the entire panorama on the top floor, is set back by the generously sized terraces from which one can appreciate the entire panoramic view of Lyon, including the Fouvière Hill and Lyon Confluence. The project is a part of the global approach to sustainable development, and I will say it's ingenious. Thank you. So we should go to the next project? Yes, please. Yes. Conservatoire. Donc le conservatoire de Noisy-le-Sec, qui fait partie des visites samedi prochain, qui sont au programme. C'est un conservatoire donc, de musique et de danse à Noisy-le-Sec. Et là, ce qu'on a essayé de travailler dans un environnement qui est en mutation. Je pense qu'il a déjà beaucoup bougé depuis qu'on a pris les photos. Et ce qu'on a voulu travailler, c'est un univers où les enfants peuvent se retrouver avec plaisir. C'est-à-dire qu'ils viennent on va dire, d'univers assez différents. Et donc, on a travaillé tout un patio qui est quelque chose qu'on retrouve de manière assez récurrente dans notre travail aussi. C'est comment on rentre dans un bâtiment et comment finalement on sent quelque chose, un passage. Et donc, cette idée de ce jardin, c'est que les enfants franchissent un portail et se retrouvent dans quelque chose qui est un peu en dehors de la ville, qui leur recrée un univers particulier dans lequel ils peuvent se reprojeter, s'inventer, se retrouver et aller à leurs différentes activités. Quand on a fait ce projet, on a beaucoup parlé avec le directeur de l'époque qui croyait beaucoup. Ce qu'il essaye de faire, c'est qu'un enfant vient pour faire du violon ou un enfant vient pour faire du tam-tam, et en fait, c'est avoir un projet où les personnes peuvent se croiser.
Et que finalement, si on vient pour faire de la musique, on peut se retrouver à faire de la danse ou du théâtre, parce que finalement, on voit des portes s'ouvrir, on entrouvre des portes, et cela nous incite. Donc, on a essayé de retranscrire cela avec notre architecture, et ce projet donc, est assez dur, une façade en béton sur l'extérieur, et un jardin un peu protecteur à l'intérieur, qui après permet d'irriguer différentes salles. What's most important with the Conservatory of Noisy-le-Sec is that the architects really try to do everything to integrate a conservatory where children were growing and learning about music and equally about theater, and that for them also to have the joy of working in this building. So this architecture, Mrs. Jacob had worked with the director of this conservatory to make it as fluid as possible. So the Conservatory of Dance, Music, and Dramatic Art of Noisy-le-Grand is located in a site that used to be a former parking lot near the city center, and that has several facilities, including a theater and a media library. The site marks a transition between the buildings of a small collective type and taller elements of the bar types. In this sense, the project extends the block from a programmatic point of view and articulates the scale of the building on the urban territory. The agencies proposed a single U-shaped building. It is organized on the periphery of the parcel around the courtyard in the heart and open to a public space. Taking advantage of this cultural program, Jacob M. McFarlane reinvented the public spaces by networking the various surrounding facilities through a common ground made for pedestrians and crossing the blocks. Imagine as a kind of strange musical instrument by the architects, this building is functional, a place of welcome, and a source of inspiration. Its geometry is the results of the matrix that unites the two federation discipline of the conservatory, namely dance and music. The result in this architecture of movement created as much by the movement of the dancers as by the music. Well translated. Thank you. So I think we should go to the next project. Yes, please. So maybe Catherine tells me I have very few minutes left. Maybe I should do it in English If you want. directly. Sorry for French speaker. Anybody? Continue en français, en anglais, parce qu'on est... Voilà. So the last two projects I'm going to show quickly because I'm running out of time is two competitions we lately won, which are called the C40 Reinventing Cities competition, which are competitions launched on different cities around the globe on the realm of providing innovative environmental solutions, taking in account how to build with the lowest carbon zero, trying to be neutral I think in a subject where architects have to be really responsible, and how do we keep on building, but trying to be the more virtuous possible in environmental matter. So this project is a housing and offices building in Iceland, in Reykjavik, all built in wood, trying to enclose because the climate is quite rude in Iceland, as you know, and we have very long winters. So we worked on a roof which is having a serre, a greenhouse, and also as different elements for the people living, and also protecting some original landscape from the wind. So a garden, because since you have a lot of wind, in fact, you have very few vegetation in Iceland. So this idea was a bit also to create an environmental, which is a bit, in a calm. So this landscape can evolve and be profitable for all the housing people living here. So we should maybe then keep on for a few minutes. So that's one project we won with an Icelandic partner in Reykjavik. And we also won a project here in Saint-Denis, which we call the Energy Plug, which we developed with EDF and RAIM, where we do an extension to an ex-industrial building. So somehow, like we developed with the Cité de la Mode, we are very interested in how you have a landmark from the 20th century,
an industrial landmark, which was providing a lot of pollution, because not at all neutral carbon, and how with an extension, which is in wood, which is extremely well isolated, how finally the two programs can work together, and the two of them finally can be virtuous. So the idea is that we don't demolish the old industrial construction, because demolishing a big concrete structure would be very difficult, but how finally we can try to integrate into another cycle. So this is a wood construction with solar panel, and we have a big greenhouse facing south. Maybe we don't see it in, yeah, you can see that image in the back, which is a serre nourricière en français. So I hope we can do this project. Thank you. Thank you very much, Dominique Jacob. Merci de nous avoir coupé légèrement votre texte de manière à ce que nous puissions passer à la suivante. Donc la suivante, c'est Nathalie Régnier-Kagan, qui est donc ici présente parmi nous. Donc Nathalie, she is born in La Rochelle. She studied in Bordeaux. She is graduate as an architect DPLG from ENSA from Paris Belleville in 1988, and she held a DEA, the Architectural and Urban Project in Paris 8, French Institute of Urbanism in 1994. Winner of the Delano et Aldrich Project grant from the American Institute of Architects in 1919. Her diploma was selected for the exhibition 20 years of the architectural education in France at the Salon de l'Architecture. After having collaborated with Richard Meyer and partner in New York in 1990, and with Pierre Riboulet Agency in Paris as a project manager from 1991 and 1992, she participated on his own name in architectural competition and realized individual houses and renovation in Charente-Maritime. Then she collaborated as an assistant and later as an associate with Michel Kagan from 1992 until his death in 2009. She is now the manager of the company, and she continues the work undertaken with Michel Kagan. In parallel to her activity as a practitioner architecture, she teaches the theory and design of architectural and urban projects as a lecturer in the National Schools of Architecture in 1994, Architect School in Rennes and Versailles, and Paris Val de Seine. She has published numerous articles in architecture, journals, and books on the city and architecture. She has published numerous. She received a special mention in 2015 for the Prize des Femmes Architectes, and she's a full member of the Academy of Architecture since October 2016, and consulting architect for the city Chenevrières, Marne-la-Vallée, Marne-sur-Marne since 2015. Well, c'est à vous, chère Nathalie, de présenter vos projets. C'est à vous, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup, Catherine, d'une part pour cette invitation, mais également merci à la mairie de Saint-Denis pour nous accueillir. Après plus d'une année de crise pandémique, il me semble qu'il est primordial aujourd'hui d'échanger et de partager ces idées. Comment améliorer la place des femmes en architecture en Europe? J'ai envie d'ajouter comment améliorer notre environnement bâti en Europe et dans le monde. L'architecte, qu'il soit homme ou femme, doit être au cœur des débats. Les problèmes de la ville et de l'habitat sont aujourd'hui plus que jamais des sujets d'actualité. Comment éviter l'étalement urbain et offrir des densités agréables à vivre? Comment conserver et transformer le patrimoine existant? Il me semble que dans tous ces domaines, les femmes ont leur mot à dire. Nous pouvons être les actrices de la ville de demain si nous y apportons des solutions viables et pérennes. After more than a year of pandemic crisis, it is essential today to exchange and share ideas. How to improve the place of women in architecture in Europe. I feel like adding how to improve our built environment in Europe and in the world. The architect, whether he is a man or woman, must be at the heart of the debate.
The problems of the city and the habitat are more than either a topical issue. How can we avoid urban sprawl and offer livable densities? Densities that are pleasant to live in. How to preserve and transform the existing heritage. It seems to me that in all these fields, women have their word to say. We can be the actors of a city of tomorrow if we bring city of tomorrow, if we bring viable and sustainable solutions. Bon, alors, le thème de cette table ronde recherche identitaire ne me semblait pas si facile, car j'ai tendance à penser qu'il est important pour faire la ville de partager un langage commun, ce qui ne veut pas dire uniformité, mais un langage compris par tous, ce qui n'empêche pas bien sûr les différences et les variations. L'individualisme à tout prix et l'objet isolé, ce n'est pas notre manière de faire. Notre agence s'est illustrée dans le logement social, dans la commande publique, mais aussi dans la commande privée, pour la réalisation d'immeubles d'habitation, d'équipements et de maisons individuelles. Nous avons des réalisations à Paris, en banlieue et dans toute la France. La question de l'architecture en banlieue parisienne me semble primordiale. Il faudrait considérer avec attention l'évolution de son patrimoine architectural. Pour moi, il est fondamental de faire un inventaire systématique de l'architecture remarquable du XXe siècle en Île-de-France et de la valoriser. La ville ne pourra se faire sans continuité historique. Aujourd'hui, je crois qu'on ne parle plus de l'école de Paris, mais il faudrait parler de l'école du Grand Paris. C'est ce qui a retenu mon attention dans la recherche identitaire, c'est cette question du lieu. Et c'est dans cet esprit que je vais vous présenter. Alors, les images qui sont présentées ici sont des projets réalisés par l'agence ces 10 dernières années, après la disparition de Michel Kagan. Et dans cet esprit de parler du lieu, je vais vous montrer 4 projets, 2 maisons, l'une en banlieue, l'autre à Paris, un projet de réhabilitation de logements à Paris et un projet de démolition-reconstruction d'un lycée professionnel au Blanc-Ménil, tout près d'ici. To qualify the Parisian suburbs, one should carefully consider the evolution of its architectural heritage. It is fundamental to make a systematic inventory of the remarkable architecture in the 20th century in the Île-de-France and to enhance it. The city cannot be built without historical continuity. The images I present here are the agency's projects realized in the last 10 years and after Michel Kagan's death. I will show these 4 projects, 2 houses, one in the suburbs, the other in Paris, one rehabilitation project in Paris, and a demolition project in Paris. The 2 townhouse projects are renovations and extensions with heavy restructuring. Alors voilà. Alors donc ces 2 projets de maisons de ville donc sont des rénovations-extensions avec des restructurations très lourdes. Alors ici c'est un projet à Montrouge. Donc cette rénovation consistait en une surélévation et une extension dans le jardin. Donc voilà, on peut continuer les images. Cette rénovation est une rénovation d'une maison faubourienne à Paris dans le 17e arrondissement. La rénovation visait ici à rénover l'immeuble qui est divisé en plusieurs appartements pour y aménager un logement familial. Les travaux ont consisté à ouvrir les espaces sur le jardin au nord, à amener le soleil par une verrière centrale. Excusez-moi, je regardais. So the 2 townhouse projects, the renovations. The renovations aim to renovate the building, divided into several apartments to create a family dwelling. The work consisted in opening the spaces on the garden to the north
and bringing the sun through a central glass roof. Alors, les ateliers d'artistes construits dans le 15e arrondissement de Paris sont un projet emblématique de l'agence de Michel Kagan. Il renoue avec la tradition parisienne de l'atelier d'artistes. Il bénéficie d'une situation exceptionnelle sur le parc André Citroën et sont situés presque à l'intersection du boulevard des Maréchaux avec la Seine. De l'autre côté du parc se situe également l'immeuble de Canal+ de Richard Meyer, celui de Simounet et sur les Maréchaux, l'immeuble paquebot de Pierre Patou. L'édifice s'inscrit dans un tracé en demi-cercle tout en englobant un immeuble post-haussmannien. L'idée forte du projet était de compléter la ville. Le traitement en fond de parc se fonde sur un avant-corps cylindrique encadré de 2 bâtiments, l'un carré, l'autre triangulaire. Les 3 volumes prismatiques sont structurés par une ligne de coursives superposée sur 100 mètres de long qui constitue une promenade architecturale donnant sur le parc, lieu de convivialité pour les artistes. Les ateliers sont orientés vers le parc au nord, les logements regroupés le long des rues. 2 petits immeubles cylindriques assurent la transition avec l'immeuble existant sur la rue Saint-Charles. Alors, nous avons été amenés récemment à faire une rénovation énergétique de cet édifice pour la RIVP dans le cadre du plan climat de la ville de Paris, avec un ravalement des façades, une végétalisation des toitures et des cours. Alors, il a fallu dans ce projet convaincre le maître d'ouvrage de ne pas faire l'isolation par l'extérieur, qui risquait de dénaturer le bâtiment, mais remplacer plutôt les menuiseries extérieures, isolées en sous-face, en toiture, et changer le type de chauffage. L'aménagement paysager des cours a permis d'intégrer le stationnement des vélos, des jardinières formant des bancs pour s'asseoir et améliorer les parties communes. The Atelier d'Artistes, built in the 15th arrondissement of Paris, are an emblematic project of the agency. They revive the Parisian tradition of the artist studio. They benefit from an exceptional location on the André Citroën Park in the heart of Paris. They are located almost at the intersection of the Boulevard des Maréchaux with the Seine. On the other side of the park is also the Canal+ building by Richard Meyer, Simonet's building, and on the Maréchaux, Pierre Patou's liner building. The building fits into a semicircular layout while encompassing a post-Haussmannian building. The strong idea of the project was to complete the city. The treatment at the bottom of the park is based on a cylindrical body framed by 2 buildings, one of square plan, the other triangular. The 3 volumes are structured by a line of superimposed passageways of 100 meters long, which constitute an architectural promenade overlooking the park and a place of conviviality for the artists. The workshops are oriented towards the park to the north. The housing is grouped along 2 streets. 2 small cylindrical buildings ensure the transition with the existing building on St. Charles Street. We have recently been asked to do an energy renovation of this building for the RIVP within the framework of the climate plan of the city of Paris, with a revamping of the facades, a greening of the roofs and the courtyards. The landscaping of the courtyards has made it possible to integrate bicycle parking, planters' benches for sitting, and to improve the common areas. Alors, le lycée professionnel Aristide Briand, qui a été construit récemment, est construit tout à côté d'ici, au Blanc-Ménil, au nord-est de Paris. Il est situé à l'articulation de plusieurs urbanismes, un quartier pavillonnaire au nord, une cité de logements collectifs à l'ouest et une zone d'activité au sud et à l'est. Le projet a consisté en la démolition-reconstruction de 2 bâtiments existants obsolètes en termes d'usage et de consommation énergétique. Un bâtiment triangulaire des années 90 comportant le centre de documentation du lycée et un bâtiment parallélépédique des années 80 au nord de la parcelle
comportant les ateliers. Le choix du béton et d'une structure poteau-poutre a été fait dans une volonté de pérennité du matériau, de simplicité, d'économie de mise en œuvre, pas de revêtement, une isolation intérieure, mais aussi pour une flexibilité des espaces dans le temps. La lumière naturelle est un élément important du projet. Chaque espace de circulation est éclairé par les patios à l'étage, le CDI est éclairé par les sheds en béton, les salles de cours et les ateliers sont tous en relation avec l'extérieur. Par ailleurs, la réalisation d'un auvent linéaire a permis de relier les bâtiments entre eux et la redéfinition de l'entrée pour améliorer la visibilité du lycée depuis la rue. The recently built Lycée Professionnel Aristide Briand is located next door in Le Blanc-Ménil, northeast of Paris. It is located at the crossroads of several urban areas. To the north, a housing estate to the west, and a business park to the south and east. The project consisted of the demolition and reconstruction of 2 existing buildings that were obsolete in terms of use and energy consumption. A triangular building from the 19th containing the documentation center, a parallelepiped building from the 80s located at the north of the plot, containing the parallelepipedic building from the 18th located on the north. The choice of reinforced concrete was made in order to ensure the durability of the material, simplicity and economy of implementation. No coating, interior insulation. Natural light is an important element of the project. Each circulation space is illuminated by the patios on the floor. The CDI is lit by concrete sheds. The classrooms and workshops all have a direct relationship with the outside. En conclusion, j'aimerais poser ces questions. Doit-on continuer à considérer les bâtiments comme des objets isolés, sans rapport avec leur environnement? Doit-on continuer à concevoir les bâtiments pour servir l'ego de quelques hommes politiques ou celui des architectes? Comment conserver le patrimoine architectural, le transformer pour le réutiliser et l'améliorer? Aujourd'hui, il est essentiel de proposer des environnements bâtis de qualité. Tous les matériaux doivent être repensés et utilisés dans l'intérêt de l'économie, de l'environnement, de la pérennité. Nous avons essayé de créer une architecture de relations capable d'établir des continuités urbaines et des espaces agréables à vivre. La tâche qui reste à accomplir pour les architectes est énorme et les femmes ont un rôle important à jouer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie Régnier-Kagan, pour cette magnifique prestation et ce très beau projet que nous avons toujours plaisir à regarder. Et nous verrons bientôt vos nouveaux projets, j'espère, surgir de l'ombre. Donc, les questions que vous posez seront reprises dans le débat. Thanks a lot for Nathalie Régnier-Kagan for very interesting architecture and new buildings. We are always happy to discover. So now, nous allons voir avec Véronique Joffre, qui est juste à côté de moi, qui est donc une architecte, comme vous vous en doutez. Well, Véronique Joffre, architect, graduate from the School of Architecture supérieure d'architecture de Toulouse. She received the Lounsbury Foundation and the Academy of Architecture Prize, I suppose, and the travel grant to the West Coast of the United States on the theme of the critical regionalism. After having worked in several agencies in Paris, Seattle, Toulouse, she created her own agence, Véronique Joffre Architect, since 1991. Her agency developed and realized projects in the region which are to do with the landmarks. Each project is an opportunity to question a local situation, a background. Local and global registration is present on the relationship with the material to the place.
the challenge of the building the city of itself, it is to transform an heritage in a prospective step, each project thought and realized today for tomorrow in a singular creation. The various project designs are realized by the agency are politic equipment, educational place, working, housing, heritage places associated with urban and landscape development. Véronique Joffre received the Prix des Femmes Architectes, the Prix Architecte Midi-Pyrénées in 2001, 2009, and 2015. And 2016, she won the Prix des Femmes Architectes pour son travail, for all her work. The agency is currently studying the Collège of Seyss on the alluvial plain of Garonne, facing the Pyrenees mountain range, made of earth, concrete, using the material of the seat itself, as well as the creation of a vast shade garden for the student. She also won the competition and developed the ground seat de Salagou in Hérault. The site house is made of balsta from the deconstruction of old barns with the landscaping of 24 hectares of lake, short finds the environment shaped and the runoff of water of the red sandstone. In 2003, she was invited to the application workshops for the research laboratory of the National Superior School of Architecture of Toulouse. Since 2006, she teaches in theory and practice on architectural and urban design on the School of Architecture of Toulouse, I suppose, no? Yes. Yeah? Yes. So, very well. Parfait. C'est très intéressant. Un beau parcours, a very nice career, which is just starting or continuing. Maintenant, c'est à vous. Pouvez-vous présenter quelques projets, s'il vous plaît? Merci Catherine pour cette présentation. Recherche identitaire de l'architecture au territoire. Donc c'est l'intitulé de notre échange cet après-midi. Le sujet m'a beaucoup plu. C'est le sujet sur lequel nous réfléchissons avec mes collègues enseignants et chercheurs à l'École d'architecture de Toulouse actuellement. Et j'ai plaisir à le développer avec vous. J'ai appelé mon intervention « Imaginer l'esprit du lieu ». Alors que le monde est de plus en plus global, comment se manifeste le besoin de l'humain de vivre sa singularité et comment l'architecture peut l'accompagner. Ce qui compte finalement, peut-être c'est la destination, où aller, puis ensuite construire au fur et à mesure les moyens pour y parvenir. Il s'agit, je pense, d'abandonner toute pensée dominante qui serait fondée sur des critères soit techniques, soit des valeurs culturelles prédéfinies, pour accéder davantage au stade d'une forme, ce que j'appelle une traduction, c'est-à-dire de percevoir certaines particularités d'un lieu et de trouver des situations d'échange plutôt que d'imposer une écriture. La première idée dont j'ai eu envie de parler, c'est de trouver un lien à l'environnement autant que son détachement, c'est-à-dire entre identité et ouverture. Pour l'architecte, cette attitude a quelque chose à voir avec une sorte de statut d'une nomade ou de l'errant, plus que du sachant. The title of the intervention is Imagining the Spirit of Place. As our world becomes more and more global, how does the human need to live its singularity manifest itself, and how does architecture accompany it? At the end, what matters is the destination, where to go, and then build the means to get there as we go along. It is a question of abandoning all dominant thought based on technical criteria or predefined cultural values, and to reach the stage of translation, to perceive certain particularity of an environment, to find situation of exchange rather than to impose a writing, to find the link to the environment
as much as its detachment between identity and opening. For the architect, this attitude has something to do with a kind of nomadic or wandering status rather than of the knowing. Je vais vous présenter le groupe scolaire et petite enfance de la Cartoucherie à Toulouse, dont vous avez les images à l'écran. Le programme, c'est 18 classes de maternelle et élémentaire, 2 multi-accueils, un relais assistante maternelle. Ce projet se trouve dans le quartier de la Cartoucherie. Et le projet cherche à créer un lieu d'intensité qui donne une présence aux enfants dans l'urbain. L'architecture est une masse façonnée qui s'affirme par la matière de la vêture, avec une déclinaison de la terre cuite qui fonde la culture de cette région. L'alternance du bâti, des cours, des terrasses, jardins favorise la récréation de l'attention des enfants, qui est toujours intense mais de courte durée. Et ensuite, la présence du bois, les lieux à la lumière intérieure naturelle et filtrée, et les cours ombragés forment cette ambiance apaisée en toute saison. First project is the Cartoucherie School and Early Childhood Group in Toulouse. 18 kindergarten and elementary classes, 2 multi-care centers and a nursery assistant relay form the program. In the eco-district of La Cartoucherie in Toulouse, the project seeks to create a place of intensity that gives a presence to children in the urban environment. The architecture island is a shaped mass that asserts itself through the material of the vêture, I think it's a French word, the declination of the terracotta that founds the culture of this region. The alternation of buildings, courtyards, terraces, gardens favors the recreation of the children's attention, which is intense but short-lived. The presence of wood, the natural and filtered interior light, and the shaded courtyards create a calm atmosphere in all seasons. Merci. La deuxième idée dans cette recherche vers l'architecture que j'ai retenue, c'est apprendre librement à faire quelque chose avec son héritage. Il s'agit de tracer la ligne d'un parcours le long de laquelle on emporte des éléments de mémoire pour les investir dans des situations, mais tout ça avec une part de détachement qui conduit à l'invention de nouvelles solutions de projet. Et le projet que j'ai choisi de vous présenter, c'est la requalification du cœur de ville Îlot Libération à Balma. Learning freely to do something with your heritage, it's a question of drawing the line of a journey along which one takes these elements of memory, to invest them in a situation, but all this with a part of detachment that leads to the invention of new project solution. The next project is the requalification of a city center, Îlot Libération, in Balma. Cette ville périphérique de Toulouse Métropole est passée de 1200 à 16 000 habitants depuis la Deuxième Guerre. La création d'un centre qui n'a jamais existé s'appuie sur un programme d'aménagement urbain, donc une place, des voies, un carrefour, et aussi d'équipements, une salle des fêtes, une maison de la musique et des commerces. L'encastrement du projet dans le sol et l'émergence de l'équipement dialogue avec le centre gravité de la composition qui, en réalité, est le repère vertical de l'église qui est déjà là et associé au vide de la place. L'exposition au nord conduira au choix de la matière, celle qui va capter la lumière comme un cadran solaire et former la masse du soutènement, puisque la moitié du projet est enterrée. L'architecture de la brique moulée
s'instruit à la fois des poteries contemporaines que vous venez de voir et aussi des références de cette région qui sont très fortes, notamment Sainte-Cécile à Albi, que vous avez sur la droite, et l'architecture de Louis Kahn à Ahmedabad, par exemple. La dimension paysagère de la ville-jardin se prolonge dans le projet sur la place et au-dessus sur la promenade plantée, qui est partagée avec les cours d'école et d'où on embrasse les horizons. Okay, we're talking of Balma. Balma is a peripheral city of Toulouse metropole, and it has grown from 1,200 inhabitants to 16,000 inhabitants since the Second World War. The creation of a center that never existed is based on an urban development program, square, roads, crossroads, etc., and facilities, festival hall, music center, and shops. The embedding of the project in the ground and the emergence of the equipment dialogue with the center of gravity of the composition, the distant vertical landmark of the church and the void of the square. The northern exposure will lead to the choice of the material, the one that will capture the light like a sundial and form the mass of the necessary support. The architecture of molded brick learns from contemporary pottery reference, from also the Cathedral of Albi and of Ahmedabad from a Khan architect. The landscape dimension of the garden city is extended to the project on the square and above on the planted promenade shared with the schoolyard, from where one embraces the horizons. The potential of local governance is... Tu l'as pas encore dit, vas-y. Merci beaucoup. Le troisième thème, c'est le potentiel de la gouvernance locale dans la transformation des lieux. On constate à travers le monde que les villes et les maires en particulier font un travail important. Ils partagent souvent les mêmes caractéristiques, le pragmatisme, la confiance des citoyens, le travail en réseau, la créativité, l'innovation et la coopération. Et ce sont nos acteurs partenaires. Le projet que je vais présenter à ce sujet, c'est la maison médicale, logement et aménagement urbain à Caussade. The potential of local governance in transforming places. Cities and mayors around the world are doing a lot of work. They share the same characteristic: pragmatism, citizen trust, a taste for networking, for creativity, innovation, cooperation. The third project is the medical center, housing and urban development in Caussade, south of France. Yes. La ville moyenne de Caussade, donc moins attractive, perd progressivement ses services. La mairie imagine un programme assez inédit, c'est de créer une maison médicale pour assurer la transition des 4 médecins qui sont à moins de 5 ans de la retraite vers des jeunes praticiens et d'y associer au-dessus 5 logements pour personnes âgées, le tout sur la ruine de l'ancienne usine à chapeaux qui se trouve sur la place de la Gare. Le pôle multimodal est intégré au projet, avec l'aménagement de la place, également une passerelle sur l'Allaire et la rue vers le Tour de Ville pour relier les quartiers. Donc tous ces thèmes font partie du même projet. Ce qui frappe quand vous arrivez à Caussade, c'est une harmonie en rapport avec l'usage de la matière qui alterne à la fois la brique et la pierre du Quercy. L'expérience particulière d'une architecture en pierre massive porteuse est envisagée très vite en revisitant chaque étape, c'est-à-dire l'extraction, la taille, la pose, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des processus industriels. Le projet est conçu comme une infrastructure où les murs de refend de pierre donnent la métrique du projet, dans lesquels les usages se calent au fil du recrutement, puisque
les médecins et les autres professionnels de santé vont arriver au fur et à mesure du projet. Les matières brutes sont lisibles pour elles-mêmes, les planchers béton, les murs de pierre, les îlots acoustiques, les murs à ossature bois créent l'atmosphère naturellement. So COSAD, the town, less attractive, medium-sized town is gradually losing its services. The town council imagined an original program, create a medical center to ensure the transition of the 4 doctors who were less than 5 years from retirement to young practitioners, and to associate it with 5 housing units for the elderly. All this on the ruin of an old hat factory located on the station square. The multimodal pole is integrated into the project with the development of the square, a footbridge over the river, and the street towards the city tour to connect the districts. What strikes you when you arrive in COSAD is an harmony related to the use of materials in the alternation of brick and stone from the Quercy. The particular experience of an architecture in massive, load-bearing stone is envisaged by revisiting each stage of extraction, cutting, and laying in today's context. The project is conceived as an infrastructure where the stone walls give the metric of the project between which the uses are wedged as the medical activities are recruited. The raw materials, readable from themselves, concrete floor, stone walls, acoustic islands, wood frame walls, create the atmosphere, naturally. Bravo. Bravo Véronique, vous voyez que c'est un travail tout en sensibilité, tout en réflexion en même temps, et tout en approche du contexte et du territoire. Donc d'ailleurs j'ai visité la plupart de vos projets et j'étais frappée par la qualité de l'insertion, du détail et de l'ensemble aussi, et des matériaux que vous avez choisis, des techniques, enfin c'est un ensemble fantastique. Oui. So I'm visiting all the projects, part of them, and I visit most of the projects of the winners, and I'm very happy. Next time we shall see the one of Nathalie Régnier-Cagan in December, so we hope we can do that together with our partners. So now we are going to the debate and to the sujet. Le sujet, c'était recherche identitaire de l'architecture au territoire. Donc, pour nous, l'identité est rattachée à un territoire et nécessaire pour parler de l'architecture et de la ville. L'identité implique une ressemblance et renvoie à une différenciation. Les villes, dans un contexte de globalisation, se dotent d'une identité propre pour se démarquer de l'échelle internationale. Il est intéressant de comprendre les enjeux identitaires au sein de la société et l'interprétation qu'en font les concepteurs ou les conceptrices et les architectes. Les choix des commanditaires témoignent du rapport à la ville et de son histoire, son présent, son futur. Les choix des architectes relèvent d'un processus conceptuel, une identification des attributs culturels, tout en traduisant un impact des ambitions de la commande publique. L'identité de l'architecture produite devient un résultat des 2 processus et le reflet de l'identité locale à un moment précis de l'histoire. Donc, Dominique Jacob, quand vous intervenez dans un lieu, que ce soit à Knokke-le-Zout, ou bien à Lyon, ou encore à Paris, vous faites vibrer les concepteurs, c'est vous, les promoteurs, et vous êtes choisis parce que vous allez donner une certaine identité ou révéler une identité à l'endroit sur lequel vous allez construire. C'est-à-dire que ça va devenir un symbole pour la ville qui va peut-être s'en emparer. Oui, je pense qu'il faut identifier les différents contextes, en fait. Et on a je l'ai essayé de le dire tout à l'heure, on a une approche qui est très différente suivant les villes, les types de programmes.
quel endroit de la ville. Et on peut avoir des études très différentes. Par exemple, dans le projet Hérold de logements sociaux qui est présenté dans l'exposition à l'entrée, qui est dans le 19e arrondissement et qui est à proximité des premiers HBM de la ville de Paris en briques construits. On a fait tout un travail qui est plutôt, on va dire, une insertion beaucoup plus soft. Et par exemple, on a développé donc un béton autoplaçant couleur argile qui, on trouve ça s'allie bien à la construction en briques des HBM et en conservant, en construisant entre les arbres. Ensuite, c'est vrai qu'on a une attitude très différente quand on construit un cube orange à Lyon, ou là, dans un quartier en construction, un quartier industriel où il n'y avait pas de vie. Et là, au contraire, on va dire que le programme, le bâtiment insuffle une nouvelle vie. Donc moi, je pense que pour moi, la force de l'architecte, c'est arriver à comprendre une situation, à comprendre l'objectif de la commande, d'une certaine manière à y répondre, et puis à rajouter un supplément d'âme, une vision qu'on peut avoir de ce contexte. Par exemple, si je reviens donc à Logement Hérold, le plan de la ZAC, c'était des grands rectangles qui faisaient une barre classique de ZAC. Et nous, on l'a réinterprété en disant non, on conserve les arbres, non, on s'inscrit dans la courbe du boulevard Sérurier qui l'accompagne. Donc je pense que c'est justement notre formation, notre ouverture d'esprit qui nous permet de s'adapter au contexte, de comprendre les intentions, d'y répondre. Mais il faut plus qu'y répondre, c'est là où on innove et où on est force de proposition. Donc, on a une partie de notre travail qui, en effet, s'implante dans des contextes qui ont besoin d'être, on l'estime, animés, on a toujours une qualité de vie. Et il y a des contextes où on essaye plutôt de se glisser dans ces situations. Par exemple, l'école d'architecture de Mons, en Belgique, qui est dans une ville médiévale toute de briques. On a fait un bâtiment très sobre en cœur d'îlot et qui ne se voit pas depuis la ville. Donc, on n'essaye pas de rentrer dans une catégorie, mais on essaye vraiment chaque fois de s'adapter à un sujet. Et ensuite, il faut des fois prendre des risques. Par exemple, au FRAC d'Orléans, on pensait qu'on s'installait dans des subsistances militaires. On avait au programme de faire une extension, donc pour un centre d'art qui accueillait des maquettes d'architecture et des dessins d'architecture du XXe siècle. Donc, ce n'est pas un programme, on va dire, hyper grand public dans une ville comme Orléans, enfin, donc c'est un public vraiment qui dépasse. Donc on s'est dit, il faut que cet équipement s'ouvre à la ville. Et là, donc, on a proposé de démolir un des 4 corps de bâtiment qui fermait le bâtiment sur la ville pour que justement l'équipement s'intègre à la ville. Et je pense que c'est aussi notre force d'architecte, c'est à un moment de proposer. Donc là, il y a eu un moment un blocage avec l'ABF. Ça n'a pas été évident. Bon, on a réussi à le convaincre. Mais il faut avoir cette certitude. Et je pense que c'était une bonne chose que d'ouvrir la cour d'un bâtiment public, un FRAC qui accueille du public. Il faut que ce soit un bâtiment ouvert et non pas un bâtiment refermé comme un ancien bâtiment militaire. Donc voilà, je pense que ce sont toutes ces facettes auxquelles on soit daté. Et je pense que j'aime bien une phrase qu'a dit Véronique Joffre, où tu disais à un moment, tu as parlé de liberté. Cette liberté, il faut qu'on la revendique, parce que c'est ce qui fait notre différence, notre richesse, et ce qui fait que voilà, on n'est pas pareil, mais c'est une bonne chose. Vous allez aussi construire à Saint-Denis, puisque nous sommes à Saint-Denis, plus quelque chose, plug. Oui, j'espère. C'est donc le projet que je vous ai montré en dernier, le Énergie Plug. Vous avez parlé d'une forêt de bois. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous mixez l'ancien avec le neuf. On va dire, on peut faire un parallèle avec la Cité de la Danse, enfin Cité de la, oui, où vous allez récupérer des bâtiments anciens et les transformer pour leur donner une seconde vie. Et une seconde vie, bon, dans notre ère actuelle, c'est important. C'est-à-dire, vous construisez sur l'existant, vous reconstituez des choses intéressantes. Quand est-ce qu'on pourra aller voir ce bâtiment ? J'espère. Il a pris du retard avec le Covid, donc j'espère qu'il va bien se faire, parce que c'est un sujet en cours de discussion. Malheureusement, le Covid là, ralentit les choses et ralentit certains programmes. Mais en effet, c'est un petit peu... c'est une démarche qu'on développe, c'est vraiment de garder les strates de la ville, de garder ce côté identitaire de cette halle de décuvage à Saint-Denis, donc une halle de décuvage pour EDF, qui fait partie du quartier, qui est vraiment imprégnée dans le quartier. Et donc, il me semblait intéressant justement de la conserver et de lui insuffler cette nouvelle énergie avec cette extension bois. Et ça, c'est une démarche qu'on essaie d'appliquer à d'autres sites industriels. C'est comment finalement les sites industriels qui avant étaient à la périphérie de la ville, maintenant se retrouvent au cœur des villes
et comment on arrive à les réintégrer dans des programmes actuels, en leur amenant un peu une meilleure capacité environnementale qui n'est pas évidente, puisque ce sont des bâtiments en béton brut, sans isolation, de très grande dimension. Donc voilà, donc c'est un grand sujet technique, mais c'est passionnant. Tout à fait. Nathalie Régnier-Kagan, dans votre conclusion tout à l'heure, vous disiez il faut arrêter de faire des objets isolés sans rapport avec leur environnement, concevoir des bâtiments pour servir l'ego de quelques hommes politiques ou celui des architectes. Comment conserver le patrimoine architectural, le transformer, le réutiliser? Oui, je pense bien sûr que vous n'êtes pas du tout dans l'idée de faire des objets isolés, mais bien au contraire de les intégrer tout en apportant une touche personnelle de modernité, d'adaptation aux besoins, donc leur créer une identité moderne, un contexte actuel, tout en jouant des relations avec l'existant. Pouvez-vous nous dire deux mots là-dessus? Alors effectivement, bon, peut-être de façon un petit peu provocante, j'ai dit ça puisque au fond, on voit bien que dans les revues actuellement, beaucoup de bâtiments cherchent à se démarquer et le fait de proposer l'inverse, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué de se faire remarquer dans les revues et de ne pas se faire remarquer dans la ville, d'être en continuité. Donc, je crois que je me réfère beaucoup pour la question identitaire, qui reste une question intéressante et importante, à Kenneth Frampton, qui a parlé du régionalisme critique, hein, c'est-à-dire comment un bâtiment ou comment une architecture pouvait à la fois être très ancrée dans une région spécifique, dans un climat, une topographie, et en même temps ouvert à la modernité, aux évolutions du monde. Et je pense qu'effectivement, cette réflexion reste encore valable aujourd'hui. C'est comment devenir moderne et retourner à ses sources. Hein. C'est la proposition de Paul Ricoeur. Je crois que c'est une question qui reste très importante. Et donc, effectivement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne mon travail, je me place volontiers en continuité avec ce qu'on pourrait appeler le rationalisme français ou cette école de pensée, finalement, qui me semble importante aujourd'hui à la fois à prolonger, mais à réinventer. Hein, puisque, bien sûr, la question des matériaux est devenue une vraie question pour les raisons environnementales que l'on connaît. Tous les matériaux se réinventent. Et je pense qu'il faut rester toujours très, très attentif à cette question de la matérialité et de l'utilisation juste d'un matériau dans un site particulier. Véronique Joffre, bien sûr, on a remarqué que dans votre architecture, vous jouez avec l'existant, le patrimoine, l'héritage et les matériaux locaux et leur réutilisation. Et vous faites une composition nouvelle qui s'inspire des traditions tout en proposant des idées nouvelles. C'est assez formidable. Vous utilisez aussi des matériaux très locaux que assez peu de personnes utilisent. Pouvez-vous nous parler un peu de votre expérience dans ce sens? Oui, volontiers. Appuie. Il faut éteindre, Nathalie. Ce goût pour la matière, il fonde vraiment le métier de l'architecte, parce que on est dans cette relation à l'idée qui devient une réalité, et que c'est par la matière que passe le plaisir de la composition et d'être architecte. Donc cette dimension, elle fait partie de nous. Elle a été très largement accompagnée par le fait que je vive et travaille dans cette grande région qui est très variée, qui à travers ses paysages, sa géologie, sa botanique et les cultures qui s'y sont progressivement installées dans le temps,
forment des palettes extrêmement mobiles et variées de culture des hommes et de la façon dont ils s'y sont installés, et que je crois que ces histoires voilà, qui sont liées au paysage me fascinent beaucoup, continuent à beaucoup m'intéresser. Je pense que l'architecture, c'est un phénomène de rencontre et que la matière n'en est qu'une partie. Même si je lui donne une belle place, c'est aussi une dimension très, très humaine. Et aujourd'hui, j'attache beaucoup d'importance à cette façon dont on peut partager avec les habitants, les maîtres d'ouvrage, les différents acteurs, qui sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, et les habitants, l'appropriation des lieux, la façon de les expérimenter, de les voir autrement pour pouvoir trouver un prolongement, une nouvelle suite. Et je crois que toutes mes architectures, elles ont aussi cette volonté de faire appel à un sens commun qui leur donne une capacité à être comprises et à être appropriables par n'importe qui. Vous avez toutes les trois eu des expériences à l'étranger, je pense. Vous avez fait des études un peu aux États-Unis, vous-même, vous avez toutes voyagé. Ça fait partie de votre cursus, même si à l'époque, ce n'était pas Erasmus forcément qui finançait l'affaire. Donc, qu'est-ce que vous a apporté cette ouverture vers d'autres mondes, d'autres univers, et vous rencontrez des gens qui ont marqué votre carrière, si vous voulez? C'est ce que, bien sûr, c'est extrêmement important. Je n'enseigne plus, mais quand j'enseignais des débuts, des premières années, parce que je leur disais voyager, voyager, voyager. Et quand on voyage, on rencontre des personnes très importantes avec qui on continue à échanger ou non, et on voit des architectures différentes, on voit des sites différents. Donc, bien sûr, je pense que tous ces différents voyages sont riches. J'ai eu la chance aussi de grandir à l'étranger, donc je pense que ça m'a donné aussi cette appétence-là. Mais oui, c'est essentiel. Mais voilà, je ne peux pas faire du name dropping. Il y a tellement de gens que j'adorais rencontrer un peu dans différents endroits. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais je pense que c'est essentiel de bouger. Finalement, peut-être bouger localement, bouger internationalement, peu importe, mais on ne peut pas rester statique. Et il faut continuer à se déplacer, à rencontrer de nouvelles personnes. Nathalie, vous avez passé une partie de votre vie aux États-Unis, je crois. Oui, New York, ça a constitué un peu pour moi, de même que pour Michel Kagan, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années, c'était un idéal de modernité. Hein, et c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de Kenneth Frampton, qu'on a rencontré et qui était même un ami de Michel Kagan, qui nous a influencé beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'on était fascinés par ce travail des Five de New York. Ça a été, je dirais, notre formation d'architecte. Mais par la suite, je dirais que très récemment, j'ai fait une conférence alors en visio à Dallas. Donc, et j'ai trouvé effectivement extraordinaire d'avoir la possibilité de transmettre et de parler à des jeunes architectes, des étudiants à l'autre bout de la planète, et qui comprenaient et qui parlaient au fond un langage commun, donc avec qui on pouvait partager des idées, de même qu'avec les enseignants. Et donc je pense, j'ai moi-même été dans l'enseignement, j'ai beaucoup promu ce que j'appelais un workshop européen, c'est-à-dire un travail où je proposais pendant une semaine, alors ça, à l'école d'architecture de Versailles à l'époque, que ça s'est prolongé à l'école de Val-de-Seine, d'inviter des architectes, alors d'abord européens, puis à Val-de-Seine du monde entier, pour venir travailler avec nos étudiants. Et donc, à la fois, les étudiants ont été très, je crois que c'était très important dans leur formation pour les avoir
croisé après, d'avoir rencontré des gens comme Snodzy, des gens comme Galfetti ou comme Cario da Graça ou comme même Ville Aretz ou tous ces architectes ou Todd Williams. Donc, je crois que dans la formation d'un architecte, de pouvoir recevoir la transmission d'un architecte qui a une expérience qui vient d'ailleurs, je pense que ça conforte énormément. Et Véronique, vous avez aussi travaillé sur la côte ouest et vous avez fait une thèse ou une recherche sur le régionalisme critique, voilà, la critique du régionalisme. Vous avez voyagé à Seattle également. Qu'est-ce que vous a apporté toutes ces expériences? Alors, je pense qu'effectivement, les voyages sont très structurants pour comprendre, voir et analyser les architectures dans leur contexte, et qu'on on cumule les émotions en fait, qui nous y accompagnent. Vous avez cité cette expérience sur la côte ouest qui a été très importante pour moi. Également, l'Inde avec les projets de Louis Kahn à Ahmedabad, Chandigarh, les œuvres de Le Corbusier, ou bien Dhaka encore, avec le palais du gouvernement de Louis Kahn. Ensuite, il y a ces voyages que je fais maintenant avec mes étudiants qui font partie de leur formation. Notamment, je pense sur les traces d'Alvar Aalto en Finlande. Là, c'est une autre façon de voyager puisque c'est en les accompagnant et en même temps en revivant ces lieux avec beaucoup d'intensité. Dans cette période de pandémie, je me suis intéressée à une autre forme de voyage qui sont les conférences. En fait, je pense que je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup appris en écoutant des conférences d'architectes. Parce que dans les conférences, on reçoit à la fois l'explication d'un projet, mais aussi tout le champ des références de l'architecte, ses sources, ses parcours, ses hésitations. Et aujourd'hui, je coordonne un cycle de conférences locales globales à l'école d'architecture de Toulouse, qui invite donc des architectes à parler d'une seule œuvre, c'est-à-dire un architecte, une œuvre. Et c'est une façon de donner une place détaillée, attendue et attentionnée à une démarche spécifique d'un concepteur et de pouvoir approfondir pour les étudiants la compréhension de ce qu'a été le parcours de l'architecte sur une seule œuvre. Merci, bravo. Dernière question pour Dominique Jacob. Dominique, bon, vous avez eu le prix il y a 2 ans maintenant, c'est pas très vieux, hein, et vous avez pu participer au jury au moins une fois. Vous avez l'expérience du prix, on va dire, en quelque sorte. Donc, bon, quel serait le conseil que vous donneriez, puisque c'est le thème de la conférence, pour améliorer la situation des femmes dans l'architecture? Alors sachez que je me suis fait disputer parce que j'ai dit améliorer, qu'il ne fallait pas être mi-figue, mi-raisin, il fallait carrément tout de suite demander l'égalité, évidemment. Donc comment faire pour arriver à l'égalité, d'après vous, et pour que la situation des femmes s'améliore dans ce monde professionnel? C'est vrai qu'on constate, et Florence Lipski en a parlé tout à l'heure à la présentation des projets, je pense qu'il y a un nombre maintenant très important de femmes en école d'architecture, peut-être même plus que 50%. Mais le fait est que dans la profession, au fur et à mesure que les années passent, on constate que nos consoeurs sont de moins en moins nombreuses. Donc, je pense que c'est un effort de tous, pas que des femmes, mais des femmes et des hommes, pour s'en rendre compte qu'on est dans un jury. Il y ait une certaine manière d'instaurer. Est-ce que c'est un quota établi? Est-ce que c'est un quota juste partagé? Mais qu'on ait cette conscience partagée que on essaye d'inviter autant de femmes que d'hommes. C'est des signaux qu'on donne aux plus jeunes.
Moi, je cite encore l'exemple que j'ai une fille adolescente, il n'y a pas longtemps à l'école, on lui a dit que les filles, c'était plutôt destiné aux lettres et que les garçons faisaient de l'ingénierie. Donc, quand vous avez un jeune enfant qui revient à l'heure du XXIe siècle en vous disant ça, ben, on dit qu'on a plutôt fait des pas en arrière. Donc, moi, je crois que c'est un combat constant et que la présence visuelle, on s'en rende compte que les femmes font des projets, font des grands projets, c'est important. Et ensuite, je pense qu'il faut dire qu'on n'est pas tout seul. Quand on fait un projet, on n'est pas que nous, super architectes, à tout faire. On est accompagné d'ingénieurs, on est accompagné d'entrepreneurs, on est accompagné de paysagistes, d'acousticiens. Et je pense que c'est toute la filière qu'il faut mettre en valeur. Donc, moi, je sais que j'essaye de mettre en valeur les femmes qui sont dans notre métier, qui nous accompagnent, parce qu'elles font aussi un travail incroyable et sont des fois encore plus isolées que nous en architecture. Je pense qu'il y a moins de femmes ingénieurs, vous avez encore moins de femmes en bâtiment. Et finalement, si on veut changer la place de la femme, c'est aussi toute cette filière qu'il faut changer. Voilà, ça c'est mon message. Merci. Merci. Nathalie, avez-vous quelques bonnes idées pour améliorer ou rendre la place des femmes plus primordiale ou équitable dans le domaine du bâtiment et de l'architecture, bien entendu? Alors, pour poursuivre ce que disait Dominique, je pense qu'effectivement, dans le bâtiment, c'est important, et également dans la promotion immobilière. Hein, parce que des femmes promoteurs, il n'y en a pas beaucoup, et je pense que ça changerait considérablement les choses. Donc voilà, il y a ça. Et par ailleurs, alors l'idée, pour moi, je crois qu'il faut demander la parité dans les concours. Je me suis retrouvée très souvent dans des jurys de concours où il a fallu que je défende de façon quelquefois vraiment insistante le fait qu'il y ait au moins dans les 4 équipes retenues une femme, où vraiment il fallait et c'est vrai qu'en faisant valoir ce point de vue, les politiques se rendent compte que ah bah oui, finalement dans les équipes il y a 4 équipes d'hommes, et heureusement que j'étais dans le jury pour arriver, alors c'était pas la parité, mais à ce qu'il y en ait une sur les 4, quoi. Donc je pense que déjà être attentif à ça, je pense que ça va changer tout, parce que à partir du moment où les femmes auront plus accès à la commande, on verra effectivement de quoi elles sont capables. Et voilà, donc je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut aller. Merci. Et donc, Véronique Joffre, vous avez le mot de la fin. Quelles sont vos suggestions pour améliorer la situation des femmes dans l'architecture? Quoique, on peut aussi demander à nos charmantes lectrices anglaises de donner leur point de vue. Après. Alors, c'est un grand sujet. On a vu ce matin que les statistiques évoluent, mais elles évoluent lentement. Et je pense que c'est un travail quotidien. Pour moi, je l'associe beaucoup à ce qui se passe dans les écoles d'architecture. C'est-à-dire que les jeunes femmes sont présentes. Il y a beaucoup d'étudiantes, plutôt de l'ordre de 60%. Par contre, on ne les retrouve pas dans la vie active de façon aussi marquée. Je crois qu'il y a quelque chose qui se joue déjà à l'école. C'est-à-dire, il y a une disposition à trouver pour ces jeunes femmes pour être déjà lisibles, présentes et dans leur expression la plus entière et la plus pleine, comme une perspective à être actives par elles-mêmes pour la suite. Donc je les engage à parler en leur nom propre, ça c'est extrêmement important. Mais je dois dire qu'il y a un phénomène sur lequel j'ai une vigilance aussi, c'est le temps de parole. C'est-à-dire que je pense que si on commence à être attentif sur le temps de parole des femmes, il y a un véritable constat qui s'installe. Je crois qu'on a une très très belle capacité à écouter et que parfois on oublie qu'on doit aussi défendre celui du temps où on s'exprime. Peut-être rester là. Il existe même des appareils qui permettent de calculer combien de femmes et combien de temps elles interviennent lors d'une conférence. Voilà. Bon, aujourd'hui, on n'est pas du tout à parité. Là, aujourd'hui, non. Et Béatrice Oxent, qui nous accompagne depuis le début sur le prix des femmes architectes, est-ce que vous auriez des suggestions pour aller vers l'égalité professionnelle? Je vais
expliquer quelque chose de récent, puisque avec l'association architecturale en Hauts-de-France, on a fait une petite enquête sur ce que sont devenus les diplômés en architecture de 2 écoles, de Lille et de Tournai. On a eu des réponses à peu près attendues par rapport à certains critères, on les a cités ce matin, mais il y a un critère qui est apparu comme, enfin, qui nous a paru comme nouveau. À la question comment avez-vous eu votre travail, qu'il soit salarié ou commande, à 50% pour les hommes, c'était par du réseau, et à 0% pour les femmes. Donc cette différence-là, ça nous a sauté aux yeux, alors que c'était un critère qui n'apparaissait pas forcément aussi fortement par ailleurs. Et donc du coup, on va imaginer un module pour expliquer ce que ça veut dire de réseauter. Réseauter, c'est se montrer, c'est parler, c'est dire je suis dispo, c'est dire je suis d'accord pour causer à la radio, ou causer, enfin voilà, c'est toute cette... voilà, donc... Nous, on va tester le sujet en Hauts-de-France, un module pas long, hein, quelque chose comme de 4 heures, avec des témoignages de femmes et leur expérience de réseautage, et de voir ce que ça amène. Voilà, la pierre à l'édifice. En parlant de réseautage, bon, elles ne sont pas là, mais il y a 2 jeunes femmes qui ont eu le prix Jeunes Femmes, qui se sont croisées. Et puis, il y en a une qui a dit, tiens... Enfin, je leur ai dit, il y a une commune assez importante, région de France, qui cherche des femmes architectes. Elles ont répondu toutes les 2 et elles ont gagné un très gros projet. Et donc, vous voyez, le réseau, c'est pas inintéressant parce que effectivement, ça peut faire des synergies. D'ailleurs, je voulais faire un appel aux femmes qui ont trop de travail. Donnez-en un peu à celles qui n'en ont pas beaucoup. Ouvrez-vous aux autres. Voilà, donc on peut en prendre quelques questions si vous voulez. Sinon, on va faire une petite pause parce que je crois qu'on a un petit problème d'informatique, non? Hein? Mais on ne voit plus rien, là. Ah bon, c'est volontaire, alors tout marche. Ouais, bon, alors des questions éventuellement pour ceux qui ont des micros, allez-y. On reprend en fait à 16h, on passe le film de Anna Heringer, je vous l'introduis avant, je la présente, et après on continue avec le 2e atelier qui s'appelle « Intégrer le vivant ». Donc, merci à vous, vraiment, mesdames, c'était super. Très contente de votre intervention. C'était synchro, c'était nickel. Par contre, il y a eu un groupe qui s'appelle Awesome qui n'est pas venu. Ils ne sont pas là. Elles auraient levé la main quand même, non? Elles auraient crié. Donc, c'est dommage. Au pire, vous pouvez montrer quelques diapos de Awesome que je vais commenter parce que je vous assure que c'est vraiment des bonnes archives et j'adore ce qu'elles font, comme chacune d'entre vous. Donc, Awesome, c'est 3 filles, un garçon. Ils sont à Marseille. Peut-être eu un problème de train, de TGV, de je ne sais quoi. Et voilà, donc ils ont fait plusieurs projets, dont des projets bord de mer. Évidemment, j'adore ça. Bon, je sais pas parce que c'est au bord de la mer, c'est normal. C'est une pêcherie. Là, vous voyez, la pêcherie avec des matériaux locaux, c'est de la réutilisation, de la réinsertion. Allez-y, allez-y. Après, un bâtiment, un centre technique avec, là, par exemple, les matériaux locaux aussi, de la brique, de la pierre locale, et il y a une extension par-dessus. Allez-y, allez-y. Donc là, c'est le problème des pêcheurs. OK. Ils ont commencé par des tout petits projets qu'on va voir, la Vigie, une vigie qui est un petit bâtiment de surveillance dans un parc naturel régional, un tout petit bâtiment en bois qui peut se cacher, se fermer entièrement l'hiver et s'ouvrir l'été. Et puis elles ont ensuite eu des très beaux projets de logements sociaux, des grandes opérations comme celle-là, et aussi un lycée, enfin, ou un collège. Donc une petite équipe très jeune, marseillaise. C'est pour dire qu'on n'est pas que francilien, puisque je vous signale quand même qu'il y a des gens de Toulouse, il y a des gens de Marseille, il y a des gens de Lille, il y a des gens de différents horizons qui viennent pour ce réseau. Donc ça, c'est important que vous le sachiez, que ce n'est pas uniquement les Parisiennes qui sont primées. Donc vous voyez, continuez, je pense qu'on va voir la vigie quelque part, non? Voilà, donc on va pouvoir faire une pause puisqu'on va avoir le 2e atelier dans quelques instants. À 14h, on passe le film. On arrête là.